Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée aussi puissante que controversée, celle d'un gouvernement mondial. C'est un voyage qui nous emmène des grands espoirs du XXe siècle jusqu'aux lignes de fracture politique de notre époque. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation. Ça capture parfaitement le sentiment actuel, non? L'impression qu'un monde est en train de basculer. Et ce basculement, il remet en question les fondements même de la coopération internationale. Et c'est pile au cœur de notre analyse. Alors, pour commencer, jetons un œil au monde qui nous entoure aujourd'hui. Les experts, ils parlent d'une véritable révolution stratégique où l'ancien ordre mondial semble en fait s'effriter sous nos yeux. Et le tableau, il est assez frappant. On voit partout une résurgence des nationalismes, des guerres commerciales qui éclatent, et puis des alliances qui nous paraissaient solides, elles s'affaiblissent. Bref, on se dirige vers un paysage international beaucoup plus conflictuel. Et pourtant, il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça, loin de là. Il fut un temps où la trajectoire du monde semblait prendre une direction complètement opposée. Pour bien comprendre d'où vient cette fracture, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce qu'au sortir des cendres de la Seconde Guerre mondiale, un rêve incroyablement puissant a émergé, celui d'un monde unifié, enfin en paix. Regardez cette image. On est en 1945. La création d'institutions comme les Nations Unies ou l'UNESCO, ce n'était pas juste de l'administratif. Pour beaucoup, c'était bien plus que ça. C'était comme les premières briques, la préfiguration d'un véritable gouvernement mondial. Et le point crucial, comme le disait très bien l'homme politique français Léon Blum, ce n'était pas seulement de créer des structures. Non, le vrai but, c'était de transformer les esprits. Il fallait littéralement forger une nouvelle psychologie à l'échelle mondiale. Au cœur de cette vision, il y avait cette idée folle d'une culture mondiale unique. Le premier directeur de l'UNESCO, Julian Huxley, était convaincu que si tout le monde partageait un socle commun de valeurs et de connaissances, la paix et l'unité suivraient presque automatiquement. Et attention, c'était pas juste une belle idée sur le papier. Ces affiches de l'époque le montrent bien, il y a eu un vrai effort pour diffuser cet idéal universaliste auprès du grand public, avec un message plein d'espoir, un message de construction commune. On a donc un rêve magnifique, une ambition folle. Alors, la question c'est, comment un projet aussi puissant a-t-il pu s'effondrer? On va regarder d'un peu plus près les fissures qui sont apparues très vite. En fait, cette idée s'est retrouvée coincée, mais vraiment coincée entre deux feux. D'un côté, à l'ouest, certains ont commencé à crier au totalitarisme, à une sorte de lavage de cerveau mondial, et de l'autre, à l'est, on dénonçait une tentative déguisée d'imposer la culture occidentale à tout le reste du monde. Et ce qui est fascinant, c'est que même au sein des partisans du projet, comme le grand philosophe Bertrand Russell, des questions assez dérangeantes ont commencé à émerger. Cette déclaration, elle est provocatrice, c'est sûr, mais elle a le mérite d'être honnête. En parlant de bonne propagande, Russell admettait la nature même du projet. Oui, il s'agissait bien d'orienter les esprits vers un idéal. Mais ça pose une question essentielle. Où est-ce qu'on trace la ligne entre l'éducation et l'endoctrinement? Et ce doute a commencé à s'installer. Bon, avec toutes ces critiques qui fusaient de partout, le grand projet ne pouvait pas rester tel quel. Il a dû évoluer, se transformer en quelque chose de très différent. Donc, si on résume le rêve de départ, c'était ça. Une autorité mondiale, bien centralisée, bien forte, capable de piloter l'éducation et la culture pour toute la planète. Une vision très structurée, très verticale. Et maintenant, on regarde ce qu'on a aujourd'hui, la gouvernance mondiale. Et là, ce n'est plus du tout la même chose. C'est un réseau hyper complexe, fragmenté, où se mêlent les États, les ONG, les entreprises, les experts. Tout le monde régule un peu, mais il n'y a plus de chef d'orchestre. Et c'est là le retournement de situation le plus important. Prenez l'UNESCO. Sa mission, au départ, c'était d'unifier l'humanité sous une culture commune. Aujourd'hui, sa mission, c'est de protéger la diversité des cultures. On n'essaie plus de créer du commun, on cherche à préserver les particularités. Allez, on boucle la boucle et on revient à notre point de départ pour voir comment tout cet héritage historique façonne en fait notre présent. Et voici l'inversion la plus spectaculaire, la plus ironique peut-être. Ce qui était l'idéal universaliste d'après-guerre est devenu, dans la bouche de certains, un véritable repoussoir, une attaque. Le mot même de mondialisme, qui, à l'origine, portait tout cet espoir, aujourd'hui, il est devenu presque une insulte pour les courants nationalistes. C'est une arme politique pour critiquer toute forme de coopération internationale. Et ça nous ramène directement à la citation du tout début. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Je vous propose de finir avec une question. Une question qui ouvre le débat pour l'avenir. Face aux crises climatiques, sanitaires, géopolitiques, des crises qui, par définition, se moquent des frontières, la question se pose vraiment, est-ce qu'un monde aussi fracturé est tenable à long terme? Ou est-ce que ce vieux rêve d'une action unifiée, sous une forme ou une autre, redeviendra une nécessité? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.